Elles sont chefs d'entreprise, artistes, sportives de haut niveau, actrices, militantes, influenceuses ou youtubeuses, réalisatrices, productrices, politiciennes, journalistes ou écrivaines. Et elles se confient dans ce podcast. Confidentiel met en lumière le parcours de ces femmes extraordinaires, souvent éclipsées dans les récits médiatiques. Mais de toute façon, tu sais que c'est confidentiel. On ne cesse de répéter, les filles d'aujourd'hui sont les mères de demain. Mais force est de constater que pour nous, rien n'a changé. L'heure du changement, c'est maintenant. Ce changement passe par une prise de conscience générale, une meilleure éducation de nos fils pour en faire des hommes 5.0, plus conscients, plus justes. Donc Jessica, merci d'être passée faire un tour chez Value. Mais merci. Tout d'abord, j'ai toujours la même question pour tout le monde. Comment tu vas? C'est une sacrée question. C'est une sacrée question, mais surtout dans le contexte actuel, en fait. C'est compliqué d'aller bien. Donc je pense que comme tout le monde, ça va pas. Ça va pas? Non, Toi, ça va t'es cash. pas. Bah oui, parce que c'est vrai, en fait. Enfin, je veux dire, quand on voit toutes les lois anti-immigration, quand on voit ce qui se passe, le conflit israélo-palestinien, quand en fait on est rempli de mauvaises nouvelles, on est rempli de violences constamment, entre l'enquête de Pardieu, enfin tout ce qui se passe autour de nous, c'est compliqué d'aller bien, en fait. Surtout quand on a les lunettes militantistes, c'est très compliqué d'aller bien. Et si tu retires tes lunettes? On a du mal. Ouais, c'est ça c'est une fois qu'on les met, on ne peut plus les retirer, en fait. Et donc, en fait, on est constamment face aux violences, même que parfois les gens un peu lambda ne voient pas. Nous, on les voit. Et donc, en fait, au quotidien, on voit les violences, on les capte. Et puis, du coup, c'est compliqué. Il faut s'autoriser des petites boules de petits bonheurs. Mais c'est pas évident en ce moment. Mais c'est dur à porter, non? C'est un lourd fardeau. Ouais. Comment tu fais pour aller bien, pour tenter d'aller bien? Bah, j'adore rire, la musique. C'est ces petites choses c'est trouver de la légèreté dans les petits moments. Et au contraire, en fait, on est tellement consciente de tout ce qui se passe à l'extérieur que les petits moments de bonheur, en fait, on les savoure. Et c'est ça qui nous remplit et qui nous donne la motivation de continuer. Et tu as toujours été comme ça? Moi, oui. Depuis que tu es petite et tout? Ouais. Tu as toujours porté tes lunettes Pas de militantisme, mais je suis une survivante depuis que je suis toute petite. Et donc, en fait, en tant que survivante, on n'a pas la même vision du monde que les autres personnes. Est-ce que tu peux te présenter? Je m'appelle Jessica Suze, militante Nous Toutes, membre de la coordination nationale. Comment est né le collectif Nous Toutes? Est-ce qu'il est venu avant ou après le mouvement MeToo? Après. Après le mouvement MeToo, il est venu en 2018. Et en 2019, je crois que je n'étais pas là au début. Donc, il y a eu la première grande manifestation contre les violences sexistes sexuelles en France, où il y a eu 100 000 personnes dans la rue. Ça a été un énorme... Ça a montré en fait qu'en France aussi, il y avait vraiment besoin de créer un mouvement de masse. Et puis depuis, on perdure. Alors toi, tu n'as peut-être pas la ref. Moi, je me rappelle de Alyssa Milano, je ne sais pas si tu la connais. Bah oui, j'ai 35 ans. Je ne sais pas. Donc c'était Samantha Micheli dans la série, pour ceux qui connaissent. Hein. Et elle, en fait, elle avait énormément milité. Donc ça date un petit peu, pour que la parole se libère. Quand toi, tu as vu que tous ces témoignages de personnalité affluaient, qu'est-ce que tu t'es dit? En fait, moi, je me souviens que quand le MeToo est sorti, c'était comme si c'était normal. Il n'y a pas eu un truc oh mon Dieu, en étant moi-même survivante, du coup, c'était juste ah ok. Tu vois la différence? Il y a des gens qui ont dû se dire quoi? Alors qu'en fait, moi, je savais déjà dans quel monde on vivait en tant que femme. Donc, c'était pas une surprise. Contente qu'enfin il se passe quelque chose. Et du coup, il y avait un peu cet espoir de ah, j'espère que maintenant la peur va changer de camp. Et on est en 2023 et toujours pas. Ah, tu dis que toi, ça n'a pas changé du tout? On est toujours à 250 viols ou tentatives de viol par jour. On est à 113 femmes victimes de féminicide. Donc non. Pour toi, ça n'a pas évolué? Avec justement tout ce qui a été dénoncé, les réseaux sociaux, tout le monde en parle. Regarde, par exemple, Coé, c'est parti d'un truc sur Twitter. Oui, mais son émission, elle est toujours là. Depardieu, il y a 16 femmes
qui ont porté plainte contre lui. Il a fait tout un concert pendant l'été. Depardieu chante du Barbara. On lui a pas fermé les portes. Donc en fait, oui, on parle. Ça fait du bruit. Mais en vrai, c'est comme s'ils nous regardent comme ça. Et ils continuent leur vie, en fait. Donc ils continuent d'être des agresseurs. Comment t'expliques, toi, que pendant tant d'années, ces femmes qui avaient quand même une certaine notoriété n'aient pas osé de parler? Bah, déjà, il faut reconnaître sa position de victime. Et ça, c'est fort parce que c'est violent aussi. C'est une violence en plus, en fait. Il y a la violence que tu vis et ensuite, il y a le « Ah, mais j'ai vraiment été victime ». Donc déjà, ça peut prendre des années pour reconnaître qu'on a été victime. Ensuite, il y a la peur de parler, il y a la peur d'être cru. Et puis, quand on est une personnalité publique, encore plus, c'est de se dire les portes vont se fermer. On sait qu'il y a beaucoup de menaces, il y a beaucoup de pression. Attention, si tu parles, tu n'auras plus telle place. Attention, moi, je travaillerai plus avec toi si tu oses le dénoncer, etc. Donc, et c'est leur gagne-pain. Enfin, elles vivent comme ça. Et donc, c'est normal que ça prend du temps. C'est normal. En France, il y a eu un cas, il y a quelques années. C'est PPDA. Patrick Poivre d'Arvor, pour ceux qui ne savent pas, c'est un présentateur du JT. Donc, il y en a plein qui disent que si c'était vrai, les femmes, elles auraient dénoncé plus tôt. C'est faux. Pour tout ce que je viens d'énumérer juste avant. C'est complètement faux. PPDA, c'est une personne qui est bien implantée dans le milieu, qui a du pouvoir et qui fait ce qu'il veut de ta vie, en fait. C'est-à-dire que demain, il claque des doigts, il peut t'éteindre, tu n'as plus aucune porte, tu n'as plus rien, tu te retrouves à la rue même. Donc, c'est faux. Toi, tu penses qu'il y avait des gens qui étaient au courant? Tout le monde était au courant. Mais bien sûr. Mais tout le monde s'est tu, même les hommes. Mais bien sûr, mais c'est comme Depardieu. Tout le monde savait. Et on se tait. On se tait. Moi, j'ai le mari d'une amie à moi qui m'a raconté quand il avait 18 ans, il a tourné dans un film avec Depardieu. Il a agressé sexuellement une fille devant tout le monde et personne n'a parlé parce que c'est Depardieu, parce que tout le monde a peur de lui. Et lui, il avait 18 ans, il ne savait pas quoi faire. Il m'a dit encore aujourd'hui, il s'en veut de n'avoir rien dit, mais il n'avait que 18 ans. Et en fait, personne n'a rien dit. Tout le monde a fait comme si c'était rien passé. Oh là là, surtout on ne regarde pas. Mais regardez, ne serait-ce que quand il se passe quelque chose dans la rue. Les gens, ils disent oui, pourquoi ils n'ont pas parlé? Mais dans la rue, les femmes qui se font agresser, est-ce que des gens font quelque chose? Personne ne fait rien. Alors, rajoute à ça le pouvoir d'une personne, qui va faire quoi que ce soit? Pourquoi la parole de la victime est-elle constamment remise en cause? Parce que je pense que ça serait reconnaître qu'il y a un problème de société. C'est plus facile de dire à la victime « Oh, t'abuses » que de remettre en question tout le système. Et tu penses, toi, qu'ils ne veulent pas remettre en cause le système? Darmanin est accusé de viol. Reconnaître le système, ça serait dire faudrait qu'on arrête d'avoir des gens du gouvernement problématiques. Je pense que ça, ils veulent pas. Et d'ailleurs, Darmanin, qu'est-ce que tu penses, toi, de cette affaire? Faut pas me chauffer sur Darmanin. Non, je pense qu'il n'a rien à faire au pouvoir. C'est un mec dangereux. Il n'a rien à faire. Il est dangereux pour les femmes, il est dangereux pour les gens, il est dangereux pour les personnes racisées, il est dangereux pour trop de personnes. Il devrait dégager pour moi. Et pourquoi il est encore là? Parce qu'il doit servir quelque chose. Je pense qu'en fait, quand on est au pouvoir, on n'est pas au pouvoir pour rien. Quand on nous laisse au pouvoir, il y a toujours des raisons. Je ne connais pas les raisons, mais en tout cas, tout ce que je sais, c'est qu'il reste là. Sur le site de Nous Toutes, j'ai fait un petit peu quand même de recherche. Notre super site. Il est dit qu'en France, chaque année, il y a 93 000 femmes qui sont victimes de viol ou de tentatives de viol. Ouais. Ce qui est énorme. D'où proviennent ces chiffres? Ça provient des chiffres de l'État, il me semble. Normalement, il y en a un petit astérix sur on a mis dessus d'où ça vient. J'ai pas j'ai pas tous les trucs en tête, les chiffres, mais j'ai pas les sources en tête. Mais ça vient des sites de l'État. Donc c'est des sources, oui, c'est des sources officielles. Oui. Et il faut savoir que du coup, ça c'est que la partie visible de l'iceberg. Il y en a plein qui vont jamais porter plainte. Et tu l'estimes à combien, toi, cette partie? Moi, je sais pas. Je sais pas, mais je sais que à chaque fois que je rencontre des personnes qui ont été victimes de viol, elles n'ont jamais porté plainte. J'ai rarement rencontré des femmes qui ont porté plainte. Donc je pense que je peux pas l'estimer parce que c'est impossible, mais je pense qu'on en est très 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 loin du vrai chiffre. Ouais, c'est comme pour l'inceste. Ouais. Ce qui est encore plus compliqué pour l'inceste, d'aller porter plainte. Alors surtout quand tu as un enfant, c'est encore pire. En fait, les violences faites aux femmes, quand tu les mets sur les enfants,
c'est encore plus horrible. Pour ça, il y a le collectif Enfantiste qui lutte énormément et qui essaye de faire bouger beaucoup les choses et qui essaie de porter une voix pour les enfants. Vous faites des collaborations, vous Oui. Ouais. C'est-à-dire, vous vous réunissez pour des mobilisations, pour... Qu'est-ce que Non. vous faites exactement? Avec le collectif Ouais. Enfantiste, par exemple, bah, on va faire des cross-posts, on va soutenir les actions, quand, par exemple, elle va dire qu'il va y avoir un rassemblement, on va partager le rassemblement, etc. C'est comme ça qu'on va se soutenir. C'est un peu dans l'idée de la convergence des luttes. Et il y a beaucoup de solidarité dans le monde associatif? On essaye. Ouais. On n'a pas le choix, en fait. On a un ennemi commun, l'extrême droite, les fachos. Et donc, en fait, on se dit qu'il faut qu'on fasse bloc. On pourra pas aller ailleurs si on reste chacun et chacune de notre coin. C'est pas possible. J'ai vu il y a quelque temps une association d'extrême droite, je pense, qui était justement féministe. Les Messis? Voilà, c'est ça. Qu'est-ce que... Parce que tu dis tu luttes contre l'extrême droite, mais du coup tu luttes contre le féminisme de l'extrême droite. Comment Tu peux pas être tu te féministe positionnes? et extrême droite, c'est impossible. Tu peux pas être féministe et les Mésis, elles militent que pour le droit des femmes blanches. Donc en fait, toutes les luttes islamophobes, elles ne sont pas pour. Toutes les luttes antiracistes, elles ne sont pas pour. Et en fait, c'est pas du féminisme. C'est ce que elles font, leur bidule, mais c'est pas du féminisme. Pour moi, le féministe, c'est toutes les luttes. C'est les violences policières, c'est les luttes antiracistes, c'est les luttes islamophobes, antisémites. Pour moi, c'est ça le féminisme. C'est pas juste, oui, moi en tant que femme. Et en plus, elles sont transphobes. C'est impossible. Tu ne peux pas être féministe si tu n'inclus pas les femmes trans, si tu n'inclus pas les TDS, les travailleuses du sexe. C'est pas possible en fait. C'est soit tu es contre toutes les violences, soit c'est juste pour ta pomme. Et dans ces cas-là, c'est pas du féminisme. Ah, pour toi, la notion du féminisme, c'est se battre contre toutes les violences, toute forme de violence. Intersectionnel. Alors justement, tout à l'heure, on parlait de Depardieu. Mm. Je ne sais pas quand est-ce que l'émission, celle-ci qu'on tourne, elle sera diffusée. Mais j'ai vu donc le teaser du complément d'enquête. J'arrête pas d'en parler ce matin au bureau auprès de tout le monde en disant mais c'est incroyable et tout, qu'une personnalité comme ça et qu'une personne tout court puisse parler, puisse dire des propos comme j'ai pu les entendre. Il faisait même allusion à une petite de 10 ans sur un cheval. Enfin bref. Allez la regarder si vous voulez mal dormir et Trigger traumatiser. warning. Vraiment, si vous la regardez, soyez prêts parce que c'est très dur à regarder. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Déjà, les propos qu'il a sur la petite fille, il faut rappeler quand même que ce sont des propos pédocriminels. C'est juste... donc ça laisse à penser, c'est quoi la suite de son histoire à lui, pour avoir des pensées comme ça sur une petite fille de 10 ans, pour avoir des pensées pédocriminelles. Voilà, je laisse en suspens. Moi, ce mec doit cesser d'exister. Je ne vais pas dire totalement, c'est pas bien, mais doit cesser d'être médiatisé. On doit cesser de lui apporter de la lumière. Je pense que là, les cinémas doivent arrêter de produire ces films. Netflix doit retirer tous les films où il y a Depardieu dedans. Enfin, vraiment, on doit faire un boycott total. Exactement. Ouais. Et tu penses que ça ferait office de modèle, d'exemplarité pour la peine? En France, oui. Parce qu'il n'y en a jamais eu ça n'a jamais existé en France. En France, on est le pays qui accueille les pédocriminels. Donc, ça serait fort. Croisons les doigts. On va essayer d'avoir un peu d'espoir pour une fois, mais bon. Alors, tu sais, suite à ça, donc, j'ai vu une séquence qui a été commentée par Nolo. Je ne sais pas si tu l'as vue. Non. Donc, c'est sur TPMP. Donc, tu as je Nolo. regarde pas, ouais, moi non plus, mais c'est arrivé mais sur Twitter dans mon feed. Donc, j'ai regardé. Donc, il y a Nolo qui dit c'est n'importe quoi, ses propos ont été enregistrés en off, etc. On a dû faire des montages, etc. Blablabla. Donc, quelque part, il le défend. Oui. Si tu dis ça, tu vois. Oui. Et donc là, il y a une influenceuse qui s'appelle Polska, c'est ça? Ah oui. C'est ça, qui a dit donc on a le droit d'être harceleur en off en fait. En gros, c'est ça. Toi, comment tu peux expliquer ce type de réaction? Ils se protègent les uns aux autres. Ça, on le sait. Les hommes entre eux se protègent. Et combien de mecs ont des potes violeurs et ils restent potes avec eux? Combien de mecs ont des potes qui ont agressé leurs copines, qui sont problématiques et ils restent potes avec eux? Donc on sait qu'ils se protègent les uns aux autres.
Donc en fait, il n'y a rien de nouveau encore une fois. Mais pour moi, à partir du moment où tu ne dénonces pas ton pote violeur, tu es toi aussi problématique. Donc à partir du moment où il essaie de défendre un mec problématique, il est problématique. Qu'est-ce que tu réponds aux gens qui te disent que tous ces propos-là, c'est de la plaisanterie? Que par exemple, Depardieu, ce qu'il dit, c'est pour rigoler, qu'il faut arrêter de prendre les choses au sérieux. Bah, moi, j'ai vraiment du mal. En plus, il n'y a pas longtemps, j'ai eu un retour comme ça de la part d'une personne qui m'avait entendu parler en me disant ça va, genre c'est juste pour rire. Et en fait, c'est comme les humoristes qui font des blagues racistes pour être drôles, qui vont se moquer de l'accent de leurs parents, etc., pour être drôle, etc. Je le mets vraiment dans le même truc parce que, en fait, on ne peut pas trouver quelque chose de drôle à partir du moment où ce que tu dis dans la réalité, ça détruit des gens, en fait. Le viol, c'est destructeur. C'est pour ça que c'est aussi un crime de guerre, en fait. Parce qu'on sait qu'à partir du moment où tu violes une personne, tu la détruis. Et donc dire qu'on peut rire sur ça, en fait, si toi, tu penses qu'on peut en rire, c'est que tu as un problème, c'est que tu as vraiment un sérieux problème pour dire qu'on peut rigoler du viol. Ou alors, tu n'as vraiment pas conscience de ce que c'est. Donc généralement, c'est que tu dois souvent être un mec. Et tu as de la chance parce que nous, les meufs, généralement, on ne viole pas. Puisque 98% des viols sont commis par des hommes. Donc il n'y a que 2% des viols qui sont commis par des femmes. Donc ça veut dire que toi, dans ta vie, t'as pas très peur d'être victime de viol. Donc, à la rigueur, ouais, tu peux en rire. Mais dans ces cas-là, positionne-toi au niveau de la société où tu en es. Qu'est-ce que tu fais? T'es dans quel camp? T'es soit dans le camp des violeurs, soit dans le camp des personnes qui se battent contre eux. Tu peux pas être entre deux. Si t'es neutre, t'es pas des nôtres. Ouais. Comme dirait un célèbre rappeur. Qui n'est pas là. Tu sais, on a une certaine culture de film en France où les femmes, dans les émissions, elles sont souvent rabaissées, dénudées dans les films, etc. Est-ce que tu penses que ça a pu contribuer aux dérives? Oui, ça s'appelle la culture du viol. Dans les clips, dans les films, dans les idées qu'une femme, si elle est habillée d'une certaine façon, si elle a bu, etc., du coup, c'est qu'elle a un peu cherché. Il y a la culture du viol sur les sites pornographiques, bien sûr. En fait, c'est tous ces petits trucs-là qui ont grandi avec au quotidien et donc, du coup, ça a fait minimiser le viol. On a beaucoup aussi d'affaires dans le monde du cinéma, comme par exemple l'affaire Polanski. C'est une affaire qui dure dans le temps, parce que ça fait des années et des années. Les gens en parlent. Mais bon, il n'y a rien qui change, comme tu dis. Quelle est, votre position par rapport à une affaire comme celle-ci? C'est-à-dire notre position? Votre position, est-ce que, comme tu dis, on parlait tout à l'heure de boycotter, comment tu la gérerais, toi, cette affaire? Nous, on fait des actions. Par exemple, pour l'homme pâle, etc., ou même pour Depardieu, il y a eu des actions qui ont été faites par certains comités locaux de Nous Toutes, avec d'autres aussi associations, où partout où ils allaient se représenter, il y avait des groupes de femmes qui l'accueillaient avec des pancartes, etc. On n'a pas énormément de moyens, donc pas beaucoup de puissance, et donc on va faire des collages, on va faire des die-in, on va essayer de faire des blocages, on va faire des sit-in et tout, mais voilà, c'est... Où est-ce que vous pouvez faire On le fait, en fait. Séparer l'homme de l'artiste, comme on l'entend souvent. Tu dis quoi, toi, à ceux qui te donnent cet argument-là? En fait, je me dis c'est compliqué, parce qu'un artiste qui a des pensées pédocriminelles, quelle sera sa vision à lui de l'art, en fait? Et donc, dans ces cas-là, sa vision, elle sera erronée, donc en fait, non. On le voit bien avec Picasso, par exemple. On dit séparer l'homme de l'artiste quand on voit ses tableaux et quand on voit... les traitements qu'il faisait à ses femmes, à ses concubines, on voit bien qu'en fait, il n'y avait pas de séparation. Donc on arrête cette connerie, en fait. Moi, je fais des cours de dessin, une fois par semaine, aux Beaux-Arts. Ah, c'est cool. Et il y a le prof de dessin, justement, qui me parle de Picasso toutes les semaines. Et qui dit, c'est inadmissible, parce que tu sais, tu as la petite pause où il va te parler des artistes et tout, tu vois. Donc il te dit, mais Picasso, je ne peux même plus en parler. Les femmes, elles s'insurgent, elles ne sont pas contentes. Bon, après, c'est l'ancienne génération. Il se plaint parce qu'il ne peut plus en parler ou il est d'accord qu'il ne faut plus en parler? Il se plaint parce qu'il ne peut plus en parler. Qu'est-ce qui m'agace, sérieusement? Parce qu'il dit justement que ses œuvres sont belles, et c'est vrai qu'il a des belles œuvres.
Oui, mais quand on voit que ses œuvres, en fait, il se servait de femmes qu'il avait juste avant violées parce qu'il aimait voir la terreur dans leurs yeux, bah s'il vous plaît, en fait, venez, on respecte ces femmes, un minimum. Il est maltraité parce qu'il aimait justement quand il peignait d'avoir tout ça et qu'il captait la souffrance et du coup, c'est ce qui l'inspirait. Oh, venez, on arrête. Enfin, c'est horrible. Vous imaginez que chaque tableau du coup qu'il a peint, bah, derrière, en fait, il y avait une femme qui avait juste envie de crever. Mais c'est horrible. Comment on peut aimer ce genre d'art? Moi, je peux pas. Et en fait, j'aimerais qu'on mette la lumière sur des artistes qui sont pas problématiques parce qu'il en existe. On agit comme ça, comme si bah, si on les enlève tous, il n'y a plus rien. Bah non, il y a des gens qui sont incroyables et qui sont pas problématiques et venant les met eux en lumière. C'est vrai. Non, mais... Ouais. Ah, mais je savais pas que il les tabassait ou qu'il les violait avant de C'était peindre. horrible. Vraiment, il y a un livre, il y a plein de trucs qui parlent sur lui et tout. Si tu as le temps, si tu veux et tout, mais vraiment, c'est juste horrible. Le traitement qu'il l'accordait à ses concubines, c'est immonde. Moi, j'ai pas pu tout lire, j'ai même pas pu tout regarder, j'ai voulu regarder un documentaire, mais c'est genre, t'as envie de vomir, quoi. Vraiment, t'as envie de vomir et tu te dis que les gens l'adulent encore comme si c'était Dieu en personne. Non. Et lui, il agissait comme ça, en toute puissance. Oui. Comme tu disais, ça rejoint en fait ce que tu disais, tu as les pouvoirs, donc tu peux te permettre de faire des choses. Ouais. Bah, quand il y a de l'impunité, on le voit bien avec les violences policières. Il y a un policier qui va tuer une fois, il se passe rien. Bon, bah, il y en a un autre qui va tuer une autre fois, il se passe rien. Bah, qu'est-ce que ça crée dans l'imaginaire des gens? Bah, c'est que j'ai le droit. Donc ça veut dire que je peux faire ce que je veux parce que je serai pas punie, j'irai nulle part. Et on se retrouve avec un policier qui tue un jeune garçon qui devient millionnaire et qui est libéré au bout de quelques mois de prison. Donc en fait, c'est quoi la suite? C'est ça le sentiment d'impuissance. C'est « Ah, je faute une première fois ». Et on le voit même avec les enfants. Quand ils font une bêtise, ils sont tout petits, ils font une bêtise, ils ont la tête sur eux, genre « Oh mon Dieu, j'ai fait une bêtise ». Et tu vois que si tu dis rien, bon bah hop, et en fait c'est humain. Ouais. Donc c'est pas des personnes inhumaines, mais voilà, ils ont fait une bêtise une première fois, il s'est rien passé. Une deuxième fois, et puis ils disent bah en fait tranquille. Et Ouais, alors du coup là, ils se sentent tout puissant. Ah ouais, c'est dangereux là. Là c'est dangereux. Tu as sûrement vu, il y a eu une journaliste qui est revenue sur la mort de Marie Trintignant, qui a refait toute l'enquête. Je ne sais pas si tu as vu un petit peu, tu as suivi. Est-ce que tu penses, comme certaines personnes, que Bertrand Cantat a bénéficié d'une certaine immunité liée à son statut? Oui. Bah, en fait, depuis tout à l'heure, on nomme que des gens qui ont du pouvoir, des hommes blancs en plus de ça. Donc on sait très bien que c'est des petites casquettes. Plus tu les encaisses et plus tu sais que tu fais ce que tu veux. Lui, il a purgé une peine, donc vis-à-vis de l'État, donc il a payé sa dette quelque part. Est-ce que pour toi, il devrait plus avoir le droit de se produire sur scène? Oui. Pour quelle raison? Il a tué. Il a tué, en fait. Je pense que les meurtriers n'ont rien à faire. C'est bien, t'as payé ta peine. En attendant, elle pourra plus vivre. Elle, tu peux pas la ramener. Sa peine à elle, elle est définitive. Donc c'est bien, vis ta vie, tu as le droit déjà, c'est très bien. Tu vis, tu respires, etc. Il n'y a pas de souci. Mais de là à rebriller, à refaire des trucs, non. Surtout quand on voit que... Enfin, dans l'enquête, on voit quand même qu'il a essayé de se... C'est pas comme s'il a réellement compris. En fait, dans l'enquête, on voit qu'il dit oui, mais bon, elle aussi. Enfin, voilà, on sent que c'est surtout une autodéfense. J'essaye quand même un peu de me victimiser dans le truc. Donc non, non. Quand il décide de monter sur scène avec son équipe, enfin avec les gens qui l'entourent, est-ce que tu prends ça comme une provocation, toi? Je sais pas si c'est de la provocation parce que je le connais pas et je lui ai pas parlé, mais en tout cas, c'est hyper violent. Moi, je le reçois comme de la violence et je sais que en tant que féministe, on reçoit ça comme de la violence. En fait, on pense à toutes ces femmes qui sont victimes de violences, qui entendent cette histoire et qui voient que le mec, au final, s'en sort. C'est hyper violent. Il y a même des femmes qui vont le voir sur scène. Ouais. Il y a une personne, je ne sais plus qui c'est, mais qui appelle ces femmes-là les patriarches captives. Les captives du patriarcat. Et donc, en fait, elles ont tellement intégré toutes ces notions de patriarcat et tout qu'elles pensent que si elles sont d'accord avec les hommes et qu'elles pensent pareil, elles seront dans un niveau assez élevé. Et puis souvent les mecs ils disent « Ah mais toi je t'aime bien, t'es pas comme les autres femmes ». Il y a un peu ce truc-là d'être valorisé quand on entend « Je suis pas comme les autres femmes ». Et en fait moi ça me fait de la peine parce qu'au final si demain un homme veut t'agresser, il t'agressera que tu sois comme les autres femmes ou pas, quoi. Ça c'est sûr.
À l'époque, moi, j'avais beaucoup suivi et j'étais du côté du mouvement Ni pute ni soumise. Je ne sais pas si tu connais. Oui. Avec Fadela Amara, Ouais. avec un petit peu tout le monde. Donc les avis, ils étaient assez tranchés au sujet de cette association. Il y en a beaucoup qui disaient que c'était récupéré et qui discriminaient les hommes issus des quartiers populaires. Oui. Or, on sait tous que les violences viennent de partout. Hein. Ouais. Des quartiers populaires, des quartiers de riches. Ça touche toute la société. Tu penses que les assos qui condamnent un certain type de personnes sont finalement bénéfiques à la cause ou pas? Je pense qu'il faut pouvoir, je sais pas comment dire, mais en fait, il faut être en capacité d'entendre si on va trop loin, si ce qu'on fait, c'est pas bien. Et c'est ça qui sera bénéfique. Je pense que la remise en question, elle est importante. Et je pense que oui, malheureusement, même si Ni pute ni soumise, quand elles sont sorties, ce qu'elles ont fait, il y avait une bonne intention, etc. Mais je pense que malheureusement, ça a beaucoup desservi les quartiers populaires, que l'extrême droite en ait beaucoup servi. Regardez, en fait, Ni pute ni soumise, elles sont bien là pour montrer, en fait, une femme, c'est soit, si elle a une jupe courte, elle est une pute, ou alors elle a un voile. Enfin, vous voyez, il y a vraiment cet entre-deux, etc. Ça a beaucoup stigmatisé les quartiers populaires. Et malheureusement, je ne sais pas ce qui s'est passé à l'intérieur et tout, mais il y aurait pu avoir une continuité qui n'a pas eu lieu. Et ça, c'est dommage, mais je pense qu'il est important de se remettre en question et d'évoluer en permanence. Nous, en tant que collectif mainstream, surtout en grande majorité, on est des femmes blanches. Il est important aussi qu'on se remette en question dans notre position de femme blanche et de dire, OK, là, elle est où ma position d'alliée? Et donc, je pense que c'était aussi ce qu'elle peut-être aurait dû faire. Il n'y avait pas assez d'action dans ce sens-là. Non. J'en profite pour passer un grand bonjour à Oliver et Samira, que j'ai côtoyé à l'époque de l'association, et Bob, avec qui j'ai co-animé une émission sur Génération, la radio Génération 88.2. C'est celle que j'écoutais quand j'étais jeune. Ah c'est vrai, tu vas peut-être écouter alors. Moi, c'était le samedi matin de 10h à midi. On est là, on te dit quoi, tonton? Il y a feuille, comme dirait Bob. Donc, oui, du coup, je t'ai reconnue. Ah ouais? Oui, non, mais sérieusement en plus. Donc on invitait chaque samedi en fait des personnes, on parlait de débats de société, etc. Et moi j'avais invité quelqu'un pendant une émission qui parlait de viol. En fait, elle avait été violée à plusieurs reprises. Et j'avais un pote à moi qui était venu et qui me disait, mais attends Agnès, tu rigoles ou quoi? La meuf elle s'est faite violer, mais elle l'a cherché en fait. Tu peux pas te faire violer en collectif. Une fois je peux comprendre, mais deux fois, franchement tu l'as cherché. Moi, j'étais choquée de ses propos. Je lui dis, mais attends, mais tu crois que la nana, elle avait 13 ans. Elle voulait se faire violer. Et après, rebelote quelques années plus tard. Je fais, mais t'es fou. Ouais. Et il y a beaucoup de gens qui disent, enfin, beaucoup de gens, beaucoup d'hommes surtout, hein, qui ont ce genre de propos. Ouais. Qu'est-ce que toi, En fait, avec les hommes, c'est tellement compliqué parce qu'ils sont tellement loin de la réalité, de ce que nous, on vit en tant que femmes, que quand ils ont ce genre de propos, je suis en mode... Oh, tu me saoules. En fait, tu vois, vraiment un truc de... Mais faites un minimum d'efforts. Imagine-toi, comment une personne peut vouloir ou chercher à être violée encore et encore et encore. À quelle heure? À chaque fois, j'essaie d'expliquer parce qu'en fait, ils ne savent pas ce que c'est que le viol. OK. Donc moi, je pars dans ce truc je parle à quelqu'un qui n'a jamais été dans ce pays-là, sur cette terre, etc. Welcome dans Violand. OK. Maintenant, qu'est-ce que c'est qu'un viol? Un viol, en fait, c'est douloureux. C'est quelque chose qui te brise de l'intérieur. C'est pour ça qu'on appelle les victimes de viol des survivantes. Donc, c'est pas rien. C'est-à-dire que tu survis, tu deviens un fantôme toute ta vie de toi, en fait. Le moindre truc, t'as peur. Ça te brise ta sexualité, ça te brise ta vie, ça brise tout ce que tu es. Et une fois que tu comprends le truc, comment tu penses que cette personne va vouloir être brisée encore? Comment, en fait? À quelle heure, volontairement, tu vas dire « Franchement, c'était pas si mal ». Et ça, c'est à cause des films pornographiques. Il y a tellement de scènes où il y a des simulations de viol que les mecs pensent qu'un viol, c'est comme dans les films qu'ils regardaient quand ils avaient 13-14 ans, le dimanche soir, sur M6, là, après minuit, je sais pas quoi. En fait, non, le viol, c'est pas ça. Le viol, c'est pas joli. Le viol, c'est pas mignon. Le viol, ça te tue de l'intérieur. Et après, fais ce que tu veux avec ça. Ici, j'ai reçu Pénélope Bagieux, je ne sais pas si tu connais. C'est une dessinatrice qui a fait Les Culottés. Ah bah oui, du coup, je l'ai chez moi, son livre. Donc, qui est super. Hein, oui, elle est incroyable. Parle que des femmes et tout. Et elle dessine super bien. Et, on lui passe un grand bonjour si jamais elle regarde l'émission. Elle me disait que le féminisme, c'était se battre
pour que les femmes et les hommes aient les mêmes droits. C'est ça, elle, sa définition du féminisme. Mm. Est-ce que tu es d'accord avec cette définition, toi? Ben, en fait, dans la loi, on a les mêmes droits. C'est dans les applications. Donc, nous, on se bat pour que les applications, pour que la loi soit appliquée. Tout le monde pareil. C'est-à-dire que dans la loi, quand on regarde le code pénal, le code civil, il n'y a pas de problème. Mais c'est dans l'application de la loi qu'il y a un problème. Quand tu dis que c'est pas appliqué. Bah non. Bah non. En fait, quand on voit le peu de mecs qui sont condamnés pour viol, c'est pas appliqué. Quand on voit les plaintes, comment elles sont pas reçues, comment elles sont pas prises, comment elles sont balayées, elles sont pas appliquées. Elles seraient appliquées, ça serait déjà mieux. Qu'est-ce qu'il faudrait pour qu'elles soient appliquées? Que le gouvernement se bouge les fesses. Que le gouvernement mette 2,6 milliards pour lutter contre les violences sexistes et sexuelles. Ça serait pas mal. Je suis d'accord avec cette définition du féminisme, bien entendu, qu'on ait tous les mêmes droits. C'est pour ça que je dis à chaque fois, même quand il y a des mecs qui me disent « Ah, elles me saoulent les féministes », et je leur rappelle souvent, être féministe, c'est pour que... c'est se battre pour qu'on ait les mêmes droits. Donc si tu es contre le féminisme, tu es un peu... C'est clair. T'as un problème. Voilà, tu as un problème, quoi. Et pour moi, être féministe aussi, c'est être libre de s'habiller comme on le souhaite, sans qu'un homme ou même une femme puisse nous dicter la façon de s'habiller. Qu'est-ce que tu en penses, toi, des femmes qui portent le voile? Mais en fait, moi, j'ai pas de... Enfin, moi, ça m'énerve ce truc de qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que j'ai à penser quelque chose? En fait, non. Et donc, je suis... en fait, le truc, c'est que je suis pour que les femmes portent le voile, mais je trouve ça ridicule de dire ça. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Genre, à quelle heure on est... Ah, ça, je suis pour, ça, je suis contre. Mais en fait, qu'on laisse la liberté à toutes les femmes de vivre qu'elles veulent porter le voile, qu'elles veulent porter le hijab, le niqab, le sitar, le jilbab, tout ce qu'elles veulent, qu'elles fassent ce qu'elles veulent, qu'elles portent une perruque, tu veux porter du transparent. En fait, fais ce que tu veux. Fais ce que tu veux. En fait, ta façon de t'habiller ne doit pas être un danger pour toi. Ça, c'est pas normal. Ça, tu vois, c'est un truc, ça me chauffe le crâne vraiment, parce que je me dis, mais à quelle heure, en fait, et comme en fait, c'est pas normal, on arrive à poser des questions. Est-ce que toi, t'es pour ou t'es contre? Mais c'est grave, en fait, en vrai. En vrai, c'est juste la question qui est grave et tout, parce que elles font ce qu'elles veulent. Mais quand tu as des lois, par exemple, Gabriel Attal qui dit... les lois islamophobes. Voilà, tu peux pas rentrer au lycée parce que tu as une abaya, c'est ça? Donc, tu es obligé de... En France, c'est le problème de la société française, on dirait que c'est le voile. Mais ça, c'est... L'été, voilà, tu as le burkini, l'hiver, tu as le voile, maintenant la baya pour la rentrée scolaire. Chaque trimestre, tu as un nouveau truc par rapport au voile. Donc, c'est un sujet de société, malheureusement. C'est un sujet de société parce qu'on est dans un pays avec une histoire coloniale. C'est pour ça que c'est un sujet de société. Parce que c'est juste la continuité de l'histoire coloniale de la France. Mais j'ai entendu des féministes, beaucoup de féministes dans leurs arguments, qui disent que les femmes qui portent le voile, c'est un manque de respect pour les femmes, par exemple iraniennes, etc., qui se sont battues pour le retirer. Alors ça, c'est les féministes némésis. Hein. Ça, c'est les féministes de droite. C'est pour ça que je dis que tu ne peux pas être féministe et être de droite. Tu ne peux pas être féministe et avoir ce genre de discours. En fait, c'est impossible. C'est impossible. Alors d'accord, dans certains pays, il y a des femmes qui sont obligées à porter le voile. Elles vivent des trucs comme il y a des femmes qui sont obligées d'être travailleuses du sexe, comme il y a des femmes ici qu'on empêche de porter le voile. En fait, ce sont les mêmes violences. Tu prives les femmes de porter leur voile, c'est la même violence que quand tu obliges une femme à porter le voile. C'est exactement pareil. Donc ce que tu veux imposer dans ton pays, en pointant du doigt, mais regarde ce qui se passe là-bas, tu fais la même chose. C'est un miroir inversé, mais c'est la même chose. Et pour celles qui disent que les femmes, justement, elles se couvrent pour se préserver par rapport aux hommes, etc. Eh bien, elles ont le droit. En fait, si c'est ça leur raison, ok, on te soutient. Et c'est triste que tu aies à le faire parce que les hommes font peur. Mais tu as le droit. On te croit et on te soutient. C'est ça, en fait. J'échange avec beaucoup d'entre elles, justement, des femmes comme ça, qui me disent qu'elles aimeraient justement être plus soutenues. Et elles ne le sont pas. Ouais. En 2023 en France, bientôt 2024. Est-ce qu'il y a une lutte, justement, une convergence des luttes à faire, à mettre en place? Complètement. Il y a la Solalab qui fait beaucoup de choses aussi pour les femmes voilées. Et elles sont incroyables, le travail qu'elles font, il est juste incroyable. Et la convergence des luttes, il est là en tant que nous, justement, notre position d'allié doit être là. En fait, de ne pas parler à leur place, de les soutenir et de
d'être avec elles dans leur lutte. C'est important. Tu parlais du miroir, tu vois, inversé. Je te disais qu'il y avait des féministes qui disaient qu'ils étaient contre le port du voile. Hein. Ces mêmes féministes ou même d'autres disent que la femme doit s'habiller voilà, comme elle veut, se dénuder si elle veut. Est-ce que tu ne penses pas, toi, enfin, désolé de dire penser, T'inquiète. est-ce que tu ne penses pas que les femmes, justement, qui se dévêtissent, je ne sais pas si c'est comme ça qu'on dit, elles ne servent pas justement à assouvir, en fait, le désir de l'homme. C'est-à-dire pour vendre, voilà, comme on dit, pour vendre Du shampoing. du shampoing, pour vendre un yaourt, elles se mettent à poil, quoi. Mais moi, c'est ce que j'explique à chaque fois quand il y a des femmes qui vont mal parler sur les femmes voilées. Je leur ai dit, mais en fait, vous reprochez à ces femmes de porter le voile parce qu'elles sont en soumission aux hommes ou à je ne sais quoi, à ce que vous voulez et tout. Mais derrière, vous dites pas que vous dénoncez pas les publicités ultra sexistes des femmes qu'on met toutes nues pour vendre du shampoing ou pour vendre, je sais pas, même une éponge. On est capable de mettre une femme à poil pour une éponge. Donc en fait, c'est de l'hypocrisie. C'est soit tu défends tout le monde, soit tu défends personne. Et moi, en fait, je vais être du côté de la femme qui a envie de se dévêtir et qui est super contente de faire sa pub en se mettant toute nue pour du gel douche ou pour une brosse à dents, comme je vais soutenir la femme qui veut porter le voile intégral, en fait. Parce que, en fait, moi, j'en ai strictement rien à faire. Tant que ce que tu fais, c'est pour toi et que tu es heureuse, ça te rend heureuse, bah, j'ai pas d'avis à donner. Juste, on est là. Parce que c'est vrai, oui. Non, mais les femmes qui se mettent à poil, elles servent d'objet. Bah oui. Bah, c'est le sexisme, c'est le patriarcat. Donc, c'est hyper compliqué de faire comprendre aux femmes que de base, ton corps, on s'en est servi comme un objet de vente. D'accord ? Et ça, c'est problématique. Après, il y a toute une déconstruction, mais je pense que là, sur ça, il faut du temps. Mais après, on sait que la tenue républicaine, c'est un petit décolleté, une robe jusqu'aux genoux et d'après Némésis, du saucisson et du vin devant nous. Les Femen, t'en penses quoi, toi ? Alors, je suis pas d'accord avec tout. Enfin, elles ont eu des paroles islamophobes. Donc moi, à partir de ce moment-là, je peux pas, je peux pas être d'accord. Après, le fait que justement qu'elles se mettent les seins nus, bah, c'est pour se réapproprier et de politiser le corps. Comme on dit, en fait, le corps des femmes, il est utilisé pour vendre. Bah, en fait, du coup, ce que toi, tu t'en sers pour vendre du shampoing, bah, moi, je m'en sers pour le politiser. Donc, je trouve que l'idée, elle est quand même... c'est OK. Mais après, je ne suis pas d'accord avec toute leur ligne de conduite. Est-ce que tu comprends, toi, qu'il y ait des gens qui aient été choqués de certaines de leurs actions, par exemple, dans les églises, quand elles sont parties dans les églises ? Non. Moi, les gens, ils sont choqués pour rien, en fait. Enfin, moi, en fait, je suis tellement détachée. Genre, vraiment, je peux comprendre les croyants quand ça les atteint, parce que ça, c'est quelque chose que... La croyance, c'est quelque chose qui est fort. Et donc, je ne vais pas juger les gens choqués, mais je ne vais pas non plus dire « Oh, en fait, j'essaye de... » Tu vois, genre, ils ont le droit d'être choqués et en même temps... Bah, elles sont aussi là pour dénoncer un truc qui est important. Dans les églises, on sait qu'il y a beaucoup de pédocriminalité. Et à un moment donné, bah, c'est quand même bien de le pointer du doigt, de faire quelque chose. Alors, c'est choquant. Il faudrait peut-être trouver un juste milieu, histoire de choquer personne. Je ne sais pas. Vraiment, là, sur ça, surtout ce qui est croyance, église et tout, c'est complexe. Ouais, c'est trop compliqué. Qu'est-ce que tu penses, toi, de cette nouvelle vague d'hommes qui se disent féministes ? Est-ce qu'on peut être réellement homme et féministe ? Alors pour moi, en tant qu'homme, tu ne peux pas être féministe, mais tu peux être un allié des féministes. Je préfère le terme allié. C'est comme si moi, en tant que personne blanche, je dis maintenant, je peux me considérer comme une personne noire. C'est pas possible. Par contre, je peux être une alliée des personnes racisées. Voilà. Donc je pense que les hommes ne peuvent pas être féministes parce qu'ils ne sauront jamais ce que c'est que d'être une femme, mais ils peuvent être des alliés. Et ils peuvent être de bons alliés s'ils veulent. C'est possible. Vous en avez, vous, ou pas, des alliés ? Mon fils. Ouais. Mon fils est un très bon allié. Il y a quelques garçons qui sont de bons alliés. C'est très rare, c'est vrai. C'est compliqué de trouver des bons alliés. Il n'y en a pas beaucoup qui veulent rejoindre le collectif ? Non, alors nous, on n'ouvre pas non plus nos portes aux hommes. On n'ouvre pas les grandes portes parce que c'est faire rentrer de potentiels dangers. Et en fait, c'est pour ça qu'à chaque fois, je dis aux hommes, genre... en fait, il faut se rendre compte qu'on a peur de vous et qu'en fait, faire rentrer un homme dans sa vie ou dans son truc, c'est faire rentrer un potentiel danger. Il y a eu une étude qui a été faite sur les sites de rencontres, par exemple.
ils ont posé aux hommes la question quelle est ta plus grande peur quand tu rencontres une fille pour la première fois? C'est qu'elle ne ressemble pas à sa photo de profil, c'est qu'elle est grosse, etc. C'est ça les premières réponses. Et les femmes, c'est quoi ta plus grande peur? De rencontrer un violeur. On vit pas dans le même monde. Juste ça, ça montre en fait, on vit pas dans le même monde. Et en fait, il faut que les hommes prennent conscience de cet écart et se disent, bon, ok, j'aimerais que ça les touche en fait et qu'ils disent, moi, qu'est-ce que je peux faire en fait? Qu'ils se sentent concernés et pas dire, oh, elles exagèrent. En fait, 100% des femmes ont été victimes de harcèlement dans la rue. 100%, toutes les femmes. Il n'y a pas une femme qui a été tranquille. Et en plus, le harcèlement de rue, il est plus fort de tes 16 ans jusqu'à tes 22 ans. En fait, déjà, le harcèlement, il est chelou déjà. Mais c'est un problème. C'est un problème. Ouais, c'est fou. J'avais posté une fois un truc sur Insta de mon compte personnel où j'avais dit que toutes les femmes que je connaissais, il n'y avait pas une seule qui n'avait pas subi de harcèlement. Ouais. Et il y a des mecs qui m'avaient dit, mais vas-y, n'importe quoi, qu'est-ce que tu racontes et tout. Je dis, mais je te le dis, ouais. c'est vécu. Mais oui. C'est toutes les femmes, même jeunes, même vieilles, ce que tu veux. Ah oui. Elles subissent du harcèlement. Ouais. Je me balade avec mes filles, donc les deux plus grandes, elles ont 14 et 12. Vas-y, je suis leur mère. Je me balade avec elles, une à droite, une à gauche. Des mecs, ils reluquent mes filles. Non, mais c'est fou quand même. Ouais. Et elles le savent. Parce que oui. même quand je passe et que je leur dis, mais vous avez vu quelque chose? Elles sont gênées. Ouais. Elles disent, ouais, on a vu. Elle dit, il y a le vieux papy là qui nous regarde. Bon, le vieux papy, il a mon âge. Non, mais c'est des. Oui, je veux dire, voilà, quoi. Voilà, c'est clair. Il y a le vieux qui me regarde. Ouais. Mais c'est fou quand même. Flippant. Il y a la mère qui est là avec ses deux enfants. Tu les regardes, mais insistant. Ouais. Qu'elles-mêmes, des jeunes filles qui ne pensent pas à ce genre de choses. C'est clair. Se disent, ah bon, on me reluque, tu vois. Ouais. Donc j'aurais donné des petites techniques. Je dis, tu passes devant, tu rotes. Ouais. Moi, la dernière fois, je marche avec ma fille, il y a un mec qui lui a tiré la langue. Ma fille, elle a 12 ans, ma grande. Et en fait, on marche et il lui tire la langue. Et en fait, j'ai eu un moment de... Tu fais quoi, là? Et donc, il m'a regardé comme ça. Je fais, tu fais quoi, là? D'où tu tires la langue à ma fille de 12 ans? Je peux comprendre un bébé, tu vois le truc? 12 ans. Là, on est un truc dégueulasse, là, 12 ans. D'où tu tires la langue à ma fille? Donc, j'ai commencé à m'embrouiller avec lui dans la rue et tout. Tu tires pas la langue? Mais à quelle heure on fait ça? Et en fait, c'est flippant parce que on se rend compte que en fait, ce que nous, on a vécu en tant que femmes, nos filles vont aussi devoir le vivre parce que les hommes n'ont pas été éduqués. À chaque fois, c'est pour ça que j'aime bien le collage quand il y a marqué protégez vos filles, il est rayé et il y a marqué éduquez vos fils à la place. Il n'y a pas à protéger les filles. Juste éduquez vos fils et on n'aura pas besoin de les protéger. Ouais, c'est ça, parce que souvent on met tout. C'est encore la responsabilité des femmes. Voilà, protégez-vous. Et donc, du coup, c'est les femmes qui doivent marcher avec des trucs sur elles. On leur dit de faire attention, on leur dit de ci. Mais on ne dit pas aux hommes, arrêtez d'être des agresseurs. Juste ça, tu vois, juste ça. Tu peux être macho, allez, on s'en fout à la rigueur. Mais juste, au moins, déjà, arrêter d'être des agresseurs, ça serait cool. On parlait de... Tout à l'heure, tu disais que tu ne voulais pas faire entrer le loup dans la bergerie. C'est ça. Donc, il y a le walk fishing. Tu connais, hein? Donc, c'est des mecs qui se font passer pour des féministes pour choper des nanas. Est-ce que ça existe vraiment? Oui. Ah oui. Moi, j'ai plein de copines qui ont rencontré des mecs qui se disaient être alliés ou être féministes, etc. Et donc, qui avaient tous les discours, parce que c'est facile de les avoir, les discours, puisqu'on parle partout, mais qui, en fait, étaient des gros agresseurs. Donc, ah oui, non, c'est... Donc, ils mettent leur petit déguisement pour... C'est ça, histoire de dire, du coup, je sais ce qu'il faut dire pour attirer et plaire. Et c'est un peu comme les femmes victimes de violences conjugales. Souvent, les mecs, ils vont pas dire tout de suite, bon, écoute, je vais te taper, je vais être violent, je vais te priver de voir ta famille, etc. Non, ils sont super sympas, ils sont le gendre idéal, etc. Et puis, les violences, elles rentrent petit à petit. Il y a une lutte sur laquelle vous insistez énormément, et heureusement, hein, ce sont les féminicides. Comment t'expliques, toi, ce chiffre? Est-ce que tu peux nous les rappeler? 113. Cette année, on a 113 féminicides depuis le 1er janvier. Donc, chaque début d'année, le décompte se remet à zéro. On est à 850 féminicides depuis le quinquennat de Macron. 850. C'est horrible. À chaque fois, quand j'en parle, j'ai la gorge qui se serre parce que c'est... des femmes qui sont mortes juste parce qu'elles sont des femmes. Voilà. Et qu'est-ce que tu dis, toi, aux gens qui parlent de crimes passionnels?
J'en ai parlé il n'y a pas longtemps en plus sur, je crois que c'était Beurre FM ou Radio Orient, je ne sais plus. Et le monsieur me disait qu'il entendait souvent ça, que c'était des crimes d'amour, des crimes de passion. En fait, j'ai juste essayé de rappeler que déjà être jaloux, c'est pas normal. Quand on aime, on n'est pas obligé de posséder l'autre. Si tu sens que tu as envie de posséder l'autre, va voir un psychologue, c'est que tu as un problème. Va faire une thérapie. On ne tue pas par amour, on n'est pas violent par amour, c'est qu'il y a un problème. Il n'y a pas de crime passionnel. La passion, c'est censé nous transporter, c'est censé nous emmener loin. C'est comme quand un musicien joue, il ne va pas tuer sa guitare. En fait, vous voyez, la passion, c'est quelque chose qui nous transcende. Ce n'est pas quelque chose qui te tue. Donc non, il n'y a pas de crime passionnel. Il y a juste un crime. Je vais poser une question, mais j'ai déjà la réponse, mais je la pose quand même. C'est un phénomène nouveau ou qui a toujours existé? Les féminicides? Oui. Ça a toujours existé. Marie Trintignant. Donc, elle est la première féminicide qui a été reconnue, mais ça a toujours existé. Nous, on a eu des témoignages de personnes qui ont eu leurs sœurs qui sont décédées il y a peut-être 20 ans, 15 ans. Elles se sont rendues compte que c'était des féminicides. Ça a toujours existé, c'est juste qu'avant, on n'en parlait pas. Pas du tout. Est-ce que les plaintes des victimes sont plus prises au sérieux à présent? Bah non, on a eu le témoignage il n'y a pas longtemps d'un policier qui a raccroché, qui pensait avoir bien raccroché et qui insultait la personne de pute, etc. Non. Ah, j'ai pas suivi, c'est quoi cette En histoire? fait, c'est un policier, c'est une personne qui avait appelé un commissariat pour faire une demande de plainte. Et puis en fait, le policier pensait avoir bien raccroché, et puis il n'avait pas bien raccroché. Et en fait, il insultait la personne. Ah oui, elle s'est fait violer, ouais, ça c'est une pute en fait. Nanana. Enfin, donc comment est-ce que les plaintes peuvent être prises au sérieux quand derrière le comptoir, il y a des personnes comme ça? Il faut les former. Quand on parle de féminicide, on parle forcément de drame familial. Comment se passent les relations entre les enfants et le père suite à ce drame? Il y a le collectif des familles, le CNDF, qui s'en occupe. Si je ne me trompe pas, c'est bien le CNDF. C'est un collectif pour les familles victimes de féminicide. Alors, il faut savoir que quand il y a un féminicide, c'est aux familles de nettoyer la scène de crime. Ce n'est pas l'État qui nettoie, c'est aux familles. Pourquoi? Ça, pourquoi? Moi, je ne sais pas. Les familles non plus essayent de se battre pour que ça soit pris en charge par l'État, mais ce n'est pas le cas encore aujourd'hui. Donc, imaginez-vous déjà la violence quand on doit nettoyer la scène de crime de notre mère, de notre sœur, de notre cousine, de notre fille. On rentre et on doit tout nettoyer. Et puis, le père a toujours l'autorité parentale. Donc, sur toutes les décisions importantes, il doit avoir son accord. C'est hyper compliqué. Les enfants, il n'y a pas de suivi psychologique. Les enfants ne deviennent pas pupilles de l'État, alors qu'ils le devraient. Il n'y a pas de suivi psy pour ces enfants. On les laisse ensuite, soit s'ils n'ont pas d'autres parents qui les prennent, ils vont dans des foyers, ou alors c'est des tantes ou des cousines, enfin des gens qui les récupèrent. Parfois même c'est le père après qui les récupère. C'est compliqué. C'est extrêmement compliqué. Ces enfants, ils ont tout perdu. Leur mère est décédée et ils ont aussi perdu leur père parce qu'avoir un père meurtrier qui a tué sa mère, c'est compliqué. J'ai beaucoup d'émotions quand je parle de tout ça. Bah, c'est ce qui nous anime et c'est ce qui fait qu'on est là. Mais en fait, on brise avec un féminicide. En fait, quand une femme meurt, sa vie est terminée, sa vie est brisée, la vie des enfants est brisée, mais la vie de toute la famille est brisée. C'est un traumatisme transgénérationnel qui se crée. Il y en a qui parlent du traumatisme de l'homme aussi, qui osent parler de ça. Que l'homme est traumatisé, qu'il a mal vécu. D'avoir tué sa femme? Qu'il a passé une période difficile, que c'était compliqué, qu'il a perdu ses moyens. On passe tous des périodes compliquées. Ça ne fait pas de nous des meurtrières et des meurtriers, en fait. S'il y a des moments où ça ne va pas, tu t'en vas. Taper, tuer, non. Pour moi, ce n'est pas un truc que je peux excuser, ni même expliquer. Ok, tu as une période dure, bah mon gars, c'est la vie, en fait. La vie, elle est dure pour tout le monde. C'est pas pour autant que je vais me mettre à tuer la personne avec qui je vis. Non. Sur le site, le nombre de féminicides était au 17 novembre de 121. Ah, j'ai dit 113, je me suis trompée. Ouais, non, mais c'est pas grave. Ouais, c'est 121. Est-ce qu'il a évolué depuis? Est-ce qu'il évolue depuis même quelques années? Oui, parce que en fait, depuis le mois de janvier,
on intègre les femmes trans dans notre décompte et les travailleuses du sexe. Et il y a des... Beaucoup. Et c'est même très compliqué. On travaille avec Parapluie Rouge, on travaille avec Acceptest. Et en fait, c'est compliqué de dénombrer parce que souvent, les travailleuses du sexe, parfois, elles disparaissent. Il n'y a pas de corps, il n'y a pas de traces. Les femmes trans aussi, c'est parfois compliqué de les décompter. C'est comme les suicides des personnes trans, c'est compliqué de faire des décomptes et tout, mais il y a toute une réflexion qui est faite et c'est important. Vous voyez, j'ai fait une petite pause et en quelques semaines, même pas en une semaine, on est passé de 113 à 121. Donc ça change tout le temps en fait. Les chiffres augmentent tout le temps, tout le temps, tout le temps. Parfois, il peut y en avoir 5 d'un jour. 5 décomptes en plus, c'est horrible. Qu'est-ce qui pour toi a été un déclic? Qu'est-ce qui t'a personnellement poussé à t'engager? La colère. C'est pour ça que notre livre il s'appelle « De la colère à la lutte ». Parce que c'est la colère qui nous a toutes amenées à la lutte. En fait, je voulais pas, j'avais cette colère à l'intérieur de moi et je militais dans mon coin toute seule, mais je me disais, je peux pas garder ça que pour moi. Je peux pas que ça reste juste comme ça. Il faut le transformer parce que sinon, c'est quelque chose qui te consume toi, en fait. Et quoi de mieux de le transformer dans la lutte militante. Comment ton entourage a vécu justement ton militantisme? Est-ce qu'il y en avait qui étaient pour, il y en a qui étaient complètement contre, qui avaient peur que tu t'engages, que tu aies des problèmes? Alors moi, j'ai un tempérament de je fais ce que je veux, tu me dis pas ce que j'ai à faire. Donc du coup, mon entourage, j'ai pas beaucoup d'entourage, mais le peu que j'ai savent qu'ils n'ont rien à dire. Et donc, si t'es contre, garde-le pour toi. Voilà. J'ai pas de... Et comme j'ai très peu d'entourage, je suis bien entourée. Donc j'ai pas eu De tes 3 enfants? De mes 3 enfants, et puis j'ai ma tante, ma cousine, et voilà quoi. Et mon frère, pas que je l'oublie. J'allais dire que des femmes, mais en fait, non, il y a ton frère. Ouais, mon frère, il est bien là pour rappeler que les hommes sont problématiques. Hein. Il y a une féministe qui s'appelle Alice Coffin, qui avait été très décriée au moment de la sortie de son livre. Je crois que c'était Le génie lesbien. Le génie lesbien. Est-ce que tu avais compris, toi, l'acharnement médiatique qui s'était déclenché à cette époque? Malheureusement, oui. C'est une femme et elle est lesbienne. Ça veut dire que vraiment, genre, les gens, alors déjà, quand t'es une femme et que tu l'ouvres un peu trop, on t'aime pas. Mais si en plus ça, t'es lesbienne. Muriel Robin, on en a parlé il n'y a pas longtemps, si t'es pas pénétrable, t'es pas intéressante, on veut pas t'entendre, on veut pas te voir. Et c'est réel, en fait. C'est réel. Et vraiment, ce que Muriel Robin a dit explique l'acharnement sur Alice Coffin. Vraiment, c'est juste d'une justesse incroyable. Tristement, mais... Moi, j'aimais pas trop, en fait, mais je pense que j'ai été bernée par les médias. Ce qui mettait en avant, en fait, c'était il faut imposer un quota de femmes, tu vois. Et moi, ce qui me gêne dans ce truc de quota, c'est qu'on nous appelle pour, non pas pour nos compétences, mais parce qu'il faut des femmes. C'est ça, qui me dérange. Ouais. Alors qu'elle, en fait, après, j'ai relu des trucs où elle disait non, si on avait des autrices... qu'on étudiait à l'école, si on avait des femmes qui écrivent des poèmes, parce qu'il y en avait plein à l'époque, des peintres, etc., et on aurait un regard différent sur la société et on aurait un regard même différent sur le travail que les femmes ont fait. Mais en fait, elles ne sont jamais mises en avant. Non. Tu vois. Puis elles ont été éteintes carrément. George Sand, c'est une femme de base. Et elle s'est mis un nom d'homme et elle s'habille en homme pour passer. Il y a plein de... Même Mozart, sa sœur, en fait, il y a beaucoup de partitions, c'est sa sœur qui lui a donné ces partitions-là. Mais comme elle était une femme, son père lui a fait arrêter la musique, alors qu'elle était même plus douée que son frère. Et en fait, c'est elle qui lui écrivait des partitions. Je ne dis pas qu'il n'était pas talentueux, Mozart, mais je dis juste qu'il était soutenu par sa sœur et sa sœur l'aidait beaucoup. Mais comme elle était une femme, il fallait qu'elle se marie. Et donc, elle a été ultra malheureuse et elle a passé toute sa vie malheureuse. Elle est morte tristement parce qu'elle ne pouvait pas vivre sa vie. Et il y a énormément de grandes femmes comme ça qui ont eu ce genre de vie. On voit de plus en plus de femmes, heureusement, nommées à des postes où on ne les aurait jamais vues il y a 20 ans. Donc, je pense à Sophie Binet, qu'on a interviewée dernièrement, qui est devenue la secrétaire générale de la CGT, ou encore les PDG de Suez, Veolia, etc., qui sont maintenant des femmes. Tu vois ça comment, toi? Est-ce que c'est une bonne chose? Je suis contente. Je suis contente. Parce que moi, j'adore voir des femmes réussir.
Vraiment, à chaque fois quand je vois une femme faire quelque chose, genre, je suis hyper contente. Comme quand je vois une femme belle dans la rue, je dis, t'es magnifique. Genre, mais les meufs, allez, faut qu'on brille. Montez, montez, brillez. Vraiment, une femme qui réussit, pour moi, c'est une victoire. Genre, c'est comme si c'est moi, j'ai réussi avec elle, en fait. Genre, je suis trop heureuse. Je suis trop heureuse. Il faut, on en a besoin. Mais il y a une espèce de compétition entre femmes pourtant. Mais ça, c'est parce que c'est la société qui nous a rendu, qui nous a fait croire que les femmes, on devait être les unes contre les autres. Ne serait-ce que dans les films, les séries, il y a tout le temps un groupe de filles avec les méchantes et les sympas, les bonnes à l'école et puis celles qui, les pom-pom girls. Et en fait, c'est dans l'intérêt du patriarcat de faire en sorte qu'on soit les unes contre les autres. Parce que si on est toutes ensemble, le patriarcat, il tombe. Une affaire comme l'affaire Johnny Depp, Amber Heard, désolé pour mon anglais qui est fatigué. Je l'ai dit en plus tout à l'heure, Amber Heard. Toi, tu l'as perçu comment? C'était compliqué parce que... Alors, moi, je suis forcément du côté de la victime. Donc, je suis du côté de la femme. Et puis, il y avait tout le temps ce truc de oui, mais là, elle a menti, mais là, elle a truc, et là, et lui. En fait, moi, j'en ai marre que quand une femme parle, on va aller chercher le petit endroit où elle a pu mentir, où elle a pu être problématique. En fait, on s'en fout si le jeudi, elle a été problématique. En fait, et c'est ça qui m'a vraiment agacée. Et ça montre qu'on est encore loin. En fait, les victimes, on les croit pas. On les croit vraiment pas. Et quand une femme va dire bah, j'ai été victime, encore plus si le mec, il est super connu et qu'il est adoré de tous. Mais tu te rends compte, il a fait Pirates des Caraïbes, il loue le rapport. Genre vraiment, il loue. Juste montre-moi, il loue le rapport parce que là, je comprends pas en fait. Genre parce qu'il a fait Pirates des Caraïbes, ça peut être un connard à côté. Bah, bien sûr que si, en fait. On arrête. Et oui, mais vous allez briser des carrières. Aucune carrière n'a été brisée avec les dénonciations. Aucune. On voit l'homme pâle qui a, qui a rempli ses concerts alors qu'il est encore en enquête pour agression sexuelle et viol. Enfin, aucune... non. Et Amber, ça a été vraiment le symbole de la position de la victime qu'on ne croit pas, quoi. Mais tu penses pas qu'il y a des dérives aussi ou des femmes qui racontent des conneries? Bah, il y a 0,06% de risque de fausse accusation. Ça veut dire qu'un homme, il a plus de risque de se recevoir une météorite dans la tête qu'une fausse accusation. Moi, je dis toujours qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Donc, voilà. Et puis, en plus, ce que nous, on sait en tant que petits citoyens, c'est le quart de la réalité. Ça veut dire qu'on n'a pas tous les aboutissants, on n'a pas tout. Donc à partir du moment où elle dit il y a eu un truc, je la crois. On entend pas mal de gens dire que le tribunal médiatique, et surtout celui des réseaux sociaux, tue des carrières et juge les mises en cause, avant même qu'ils soient condamnés. Quelle est la position de nous toutes par rapport à ça? Nous, on croit les victimes. La position de nous toutes, c'est que nous, on croit les victimes. Oh, moi, les petits chatons, les pauvres. Non, franchement, clairement pas. Nous, on croit les victimes. Et en fait, on part du principe qu'à partir du moment où il y a une enquête pour viol ou agression, etc., la personne ne devrait plus avoir le droit de se présenter dans des salles de concert. En fait, c'est juste de la logique. Et je suis persuadée, en fait, il n'y a pas longtemps, j'ai mis un truc sur mon Insta personnel où j'ai marqué que si on inversait les rôles et que c'était les femmes qui étaient les agresseuses et les hommes victimes de viol, je suis persuadée que la société aurait réagi différemment aux enquêtes et aux suites des condamnations. J'en suis sûre. Peut-être pas. Hein. Regarde, moi j'avais vu la Maïwenn sur Quotidien, je crois, qui avait agressé Edoui Plenel. Je connais pas. En fait, c'est une réalisatrice et le mec de Quotidien lui dit ah bah apparemment vous avez mis une grosse gifle à Edoui Plenel au restaurant parce qu'il avait parlé mal de Luc Besson, je crois, une histoire comme ça. Elle était morte de rire. Ah oui, c'est vrai et tout le plateau rigole. Oui, mais là, on est dans un truc où je connais pas leur... je dis pas qu'il n'y a pas de femmes problématiques parce qu'il y a 2% de femmes qui sont autrices de viol. Dans les 90% des auteurs sont des hommes, donc 2% sont des femmes. Donc je dis pas que les femmes ne sont pas problématiques. Je dis juste que si on inverserait, s'il y avait plus d'hommes qui étaient victimes de viol et plus de femmes qui étaient autrices, je pense sincèrement qu'on aurait réagi différemment. Si les hommes avaient peur dans la rue, vu qu'ils sont tous au pouvoir, il y aurait eu un truc. Pour moi, il y a eu un truc il n'y a pas longtemps qui est sorti, je crois, hier ou aujourd'hui, qui disait qu'il y avait un lien entre le patriarcat, le capitalisme et le colonialisme. Et je pense vraiment que tout est lié, en fait.
Et donc, si les choses seraient différentes, tout serait différent. Comment tu penses que les femmes peuvent ensemble faire davantage avancer le mouvement? Ensemble, la sororité. Je pense qu'il faut qu'on apprenne à être les unes avec les autres, à être réellement ensemble et à mettre les égos de côté et à avancer pour une même cause. Je pense que vraiment, ce qui peut vraiment être compliqué dans les luttes et même dans le militantisme, on n'est pas non plus... c'est pas un monde de bisounours, loin de là, c'est des problèmes d'ego. Donc c'est un problème de personne, quoi. Ouais. Est-ce que tu as un mot à rajouter? Je voudrais juste dire aux victimes de violences, on vous croit, vous n'êtes pas seul et vous n'y êtes pour rien. Et le coupable, c'est lui, c'est pas vous. Voilà. Merci. Merci à vous. Il faut que ça bouge dans la ville.